Absolument tout me fait penser à mon ex. Partout où je vais, tous les gens que je rencontre, toutes les discussions que je peux mener, toutes les activités que je fais, je ne peux penser à rien d'autre qu'à mon ex. Il ou elle est toujours là, ça vire à l'obsession. Comment réagir ? Pourquoi d'abord est-ce que ça se passe comme ça? C'est la discussion que nous menons aujourd'hui et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, une thématique qui touche ou a touché absolument tout le monde au cours de sa reconquête amoureuse, à savoir, je n'arrive absolument pas à ne pas penser à mon ex. Partout où je regarde, je vois des signes de sa présence, des souvenirs qui ravivent la douleur, qui ravivent la nostalgie, qui me font dire que ma reconquête est impossible et qui poussent la tristesse à être mon compagnon d'armes, mon compagnon d'infortune. Et forcément, difficile d'avoir un focus personnel, difficile d'imaginer quelque chose de simple et de léger lorsque je traîne avec moi ce bagage, ce fantôme qui est toujours sur mon épaule. Pour parler, discuter un petit peu de tout cela, on va partir d'un constat qui est relativement simple et à mon sens indiscutable, à savoir que la rupture amoureuse est une véritable déflagration. On a une explosion de notre quotidien avec une nécessité de réadaptation, mais surtout un vide, un void, un trou. Toutes nos habitudes sont non pas remises en question, mais ne peuvent plus être partagées avec la personne qui était donc notre partenaire. Le fait de, je sais pas, des choses très simples, de regarder la télé, les repas, toutes nos anecdotes du quotidien qu'on aimerait pouvoir partager avec quelqu'un, nos réalisations, inconsciemment, on essaye, on veut en tout cas trouver cette personne à qui on pourrait se confier, mais on sait très bien que partager tout cela à nos amis, à nos collègues, à nos parents, ça n'a absolument pas la même signification qu'à celui ou celle qu'on pourrait qualifier de confident. Et à partir de là, on a notre cerveau qui agit un petit peu comme l'œil de Sauron et qui essaye de nous aiguiller vers des souvenirs, vers des situations que l'on connaît où on devrait normalement se sentir en sécurité. Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe. On se met à chercher la présence de l'autre dans des émissions, donc à travers des paysages, quand on va au restaurant, dans une interaction, que sais-je, on est quasiment donc comme défini dans une forme d'obsession. Et ça, c'est quelque chose, on est tous d'accord, dont on veut sortir, mais c'est pas évident parce qu'on a vraiment l'impression que c'est pas consciemment qu'on va chercher ces signes. Je me rappelle d'une anecdote, le soir, non pas de ma rupture, mais où je reviens en France, je m'installe devant la télé avec une assiette de riz, la seule chose que je pouvais manger à ce moment-là, et boum, en zappant, la première, pourtant c'était une chaîne du câble, un numéro improbable, et je tombe sur un reportage sur les lacs en Suède. Donc là, clairement, on est là-dedans où je me dis, mais c'est pas possible, ça aurait pas pu être en Estonie, non, il fallait que ce soit en Suède. Il y a toujours cette impression qu'autour de nous, il y a cette petite chose qui nous raccroche à notre passé, qui nous raccroche à notre douleur, et que du coup, c'est un petit peu quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. En tout cas, moi, je voulais qu'on s'interroge sur cette idée, sur le fait de sortir de cette obsession, d'arrêter de penser à l'autre. Et pour ce faire, on va passer par deux parties différentes. La première, elle est peut-être un petit peu inattendue, mais je l'ai intitulé « La véritable question à se poser ». Parce que lorsqu'on vous dit qu'on doit arrêter de penser à l'autre, bon déjà, ça paraît relativement peu objectif, puisque comme je viens de l'expliquer, il y a une grosse partie qui est inconsciente, puis on veut aussi quelque part se rassurer sur l'existence de l'autre, ne pas complètement, volontairement annihiler toute pensée, puisque si vous êtes ici, on est en reconquête amoureuse et ça paraît un petit peu antinomique. Malgré tout, il y a cette idée qu'il va falloir que je me focalise sur moi. Donc je vais faire des activités, je vais rencontrer du monde, et même s'il y a toujours, très souvent en tout cas, une résonance vis-à-vis de ce que ça pourrait créer comme effet vis-à-vis de mon ex ou de préexistence d'expérience avec mon ex dans ce domaine, on essaye quand même d'avoir un focus qui soit personnel. Le souci, il émane finalement au niveau de l'articulation de tout ça. On a cette volonté
conseillé, sponsorisé un petit peu partout, de distance. Dans la communication, ça nous donne ces fameux silences radio, ces moments où on reste vraiment de notre côté, où on veut lâcher prise, et je comprends bien évidemment cette nécessité de se reconstruire, se rebâtir. Le problème, il vient du système de pensée qui est collé à ça, où on est pratiquement dans une forme d'agressivité, une volonté de revanche, pas forcément vis-à-vis de son ex, mais en tout cas vis-à-vis de la situation. Donc on va remplir son quotidien, celui qui est aujourd'hui troué de partout, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on nous a retiré tout ce qu'on faisait avec notre ex, tous ces moments qui étaient des moments normaux de notre organisation au jour le jour, on va les remplir avec un focus personnel, avec quelque chose qui, le veut-on, sera moins couplé à la personne qu'on a face à nous. Le souci, c'est qu'on n'y arrive pas, comme je vous le disais, l'inconscient est toujours là, et la manière dont on va se référer à ces petites choses qu'on voit dans notre quotidien, comme donc les fameux lacs en Suède, où je sais pas, vous allez dans un restaurant et il s'avère que le menu, je sais pas, vous allez dans une crêperie et ce sont des prénoms parfois, les noms des crêpes, et là boum, c'est le prénom de mon ex, et je me dis oh mon Dieu, comme c'est bizarre, ça me fait mal, etc. C'est la manière dont on se réfère à ça qui est problématique, parce qu'on tombe quasi systématiquement dans une forme de nostalgie. Et la nostalgie, c'est la contemplation de ce qu'on a perdu et de l'impact de cette perte sur mon quotidien. Ça crée quoi en moi? Ça crée de l'impuissance, l'impression que je ne peux rien y faire, que je suis assis là à manger, pardon, mais ma putain de crêpe, alors que l'autre se fait plaisir, en a rien à faire, ne voudra jamais se remettre avec moi, n'a pas répondu à mon dernier message, à quelqu'un d'autre, etc. etc. Une forme de douleur. Je suis en train de manger ma crêpe et je suis en train de manger ça tout seul. Et une forme d'aigreur où on se dit, putain, mais qu'il aille ou qu'elle aille bien se faire ou s'asseoir sur son pouce. Donc finalement, il y a cet esprit qui est accolé à l'évolution personnelle, où on a l'impression qu'on s'occupe pratiquement, comme je vous le disais, par vengeance. Alors pas nécessairement une vengeance active et violente vis-à-vis de l'autre, mais une vengeance vis-à-vis de la situation. Puisque je ne suis plus en couple, je vais me payer un voyage aux Seychelles. Et puis, ce qu'on se l'avoue ou pas, avec une forme de volonté de démonstration. Je ne communique pas, je reste dans mon coin, je fais plein de trucs, je vais le poster sur les réseaux sociaux, la personne face à moi le verra et tralali la l'air va penser qu'il ou elle est en train de vraiment perdre quelque chose, ou en tout cas sera déçu parce que lui ou elle, il a un colloque cette semaine, et je le sais, je suis au courant parce qu'avant qu'on rompe, il ou elle me l'avait dit, et un colloque ou autre chose, une réunion, et quelque part il y a cette idée que tu pourras comparer nos énergies et voir que finalement, si tu étais resté avec moi ou si tu revenais, la vie serait quand même vachement plus intéressante. Et la question qu'on se pose ensemble, c'est et si on pouvait changer ça? Si on pouvait changer le sentiment qui est accolé à ces fameux signes que je vois partout. Techniquement, on pourrait alors se dire, si on surmontait, si on laissait de côté la nostalgie, que l'idée même de penser à l'autre n'est pas forcément si négative que cela. Bien au contraire, ça peut devenir un élément positif, un élément de communication. On veut penser différemment, et ça nous permet de passer à notre deuxième partie, qui est le fait que oui, la fibre peut être un élément de motivation. La fibre, je la définis très souvent, notamment dans mes coachings, comme étant finalement tout ce qui vous définit, tout ce qui définit votre ex, et où ces deux cercles se rejoignent, donc que ce soit la connaissance de l'autre, de ses petits réflexes, de sa manière de penser, de sa manière de réagir, son non-verbal, etc., etc. Et toutes ces fameuses anecdotes, tous ces signes que vous voyez qui mettent en relief l'histoire que vous avez vécue, les moments que vous avez partagés, qu'ils soient positifs, négatifs, embarrassants, que sais-je. Et ça, comme on l'a stipulé, c'est quelque chose que je vois absolument partout autour de moi au moment où je romps avec l'autre. L'idée du changement personnel est bien évidemment une nécessité. Pourquoi? Parce que la rupture amoureuse, c'est par définition l'expression d'une volonté de contraste. Et je le restipule une nouvelle fois, quitte à radoter un petit peu, il y a autour de moi énormément de choses qui découlent directement des expériences que j'ai faites avec mon ex. Quand je suis le témoin de cela, finalement, quelque part, la nostalgie, j'ai envie d'appeler ça
un choix. Alors pas forcément un choix conscient, c'est peut-être le fait de s'asseoir sur le bateau et de laisser dériver le fil de mes pensées, mais il y a peut-être chez vous, chez nous tous d'ailleurs, cette capacité, cette possibilité à commencer à conscientiser cette situation et se dire ce que je vois là. Certes, ça me fait penser à l'autre, mais comment est-ce que ça me fait penser à l'autre? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de penser à l'autre grâce à cette action, grâce à cette situation, et qui me ferait moi déjà sourire? Et ça peut paraître idiot, ça peut paraître excessivement simpliste, mais beaucoup des situations et des solutions à apporter dans notre quotidien pour nous faciliter la vie sont des recherches de simplicité au final. Et nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement se dire que ce truc-là, qui certes me fait mal parce que oui, l'autre n'est pas là, si je me replace dans le temps, il y a quand même ce sentiment agréable qui est présent. Alors oui, je l'ai perdu, oui, il n'est plus là, mais peut-être que pour combler ce manque, plutôt que de laisser la tristesse s'installer, et si j'intégrais la possibilité de communiquer autour de cette fibre, et de montrer non pas de la démonstration, non pas de l'aigreur, non pas de la tristesse, mais cette volonté d'un sourire connivant parce que ce point de détail dont votre ex, finalement, sur lequel votre ex n'a aucun contrôle. On est bien d'accord que c'est pas votre ex qui est allé à la fameuse crêperie pour dire tiens, mettez mon prénom, comme ça, si jamais il ou elle vient là, bam, ça va lui faire bien mal. Hein, on est bien d'accord. Là, tout à coup, cette simple ligne sur un menu peut devenir quelque chose de marrant. Je sais pas, on va prendre un exemple. Moi, je suis un gros fan de fromage de chèvre. Mettons que la personne qui me quitte déteste ça et que la crêpe avec son prénom contient du fromage de chèvre. Il suffit d'une photo avec quelque chose comme une légende qui stipulerait bon je crois que là ils ont complètement foiré ou alors c'était pas toi l'exemple. C'est intellectuellement complètement faible, une intensité quasi inexistante, on est bien d'accord. On n'a pas besoin d'être Einstein pour créer non plus ce genre de communication, de message, de dynamisme. Et puis la personne qui est face à nous n'y voit pas de courbettes, n'y voit pas une espèce de tentative incroyable. Vous avez tenté de le ou de la faire sourire parce que vous, dans ce moment-là, ça vous a fait marrer et ça a créé quelque chose de positif que vous vouliez communiquer sans aucun but fondamental, si ce n'est la création d'un moment simple. Et là, on se dit que tout à coup, le système crise prend forme, que l'idée de légèreté, de sourire, de dynamisme et surtout de simplicité me permettent d'aller mieux et que cette boule d'énergie-là peut tout à fait coïncider avec mon changement. Parce que j'entends encore aujourd'hui et tellement souvent cette idée qu'il y aurait des étapes. Je dois d'abord changer, je dois d'abord me sentir mieux. Une fois que je me sentirai mieux, justement, j'aurai cette espèce de carapace autour de moi qui fait que tous ces signes ne me toucheront plus. Et là, je serai prêt à communiquer. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis avec l'idée qu'on veut accepter notre sensibilité, on veut accepter le fait d'être touché par les choses, mais on veut matérialiser le sentiment qui découle de cette sensibilité, finalement, de cette fibre, à travers quelque chose qui soit à la fois peu engageant, simple, dynamique, souriant, et qui permette à la personne face à nous de s'apercevoir, oui, d'un début de formation de quelque chose qui est contrasté, puisque je me doute bien qu'au moment de la rupture amoureuse, on n'était pas sur ce genre de cadre, on était plutôt sur quelque chose de conflictuel, de lancinant, de dur, de triste, et que derrière ça, une fois qu'on vous a dit c'est terminé, on est rentré dans sa tanière, c'est un peu difficile aussi pour la personne qui vous a fait du mal de venir vous demander comment ça va, de s'enquérir de la manière dont vous gérez votre quotidien, etc., etc. Et en fin de compte, je me dis qu'il y a un travail, je ne sais même pas si c'est de l'intellectualisation ou si c'est de la conscientisation, c'est plutôt ça, de se dire oui, je peux avoir mal, mais cette douleur-là peut se transformer en motivation. Mettons que vous envoyez un texto, justement, vous voyez quelque chose qui littéralement vous fait mal parce que vous pensez à votre ex, vous arrivez à mettre en relief ce délire que vous aviez eu malgré tout, parce que dans cette douleur, il y a aussi le sentiment positif de l'instant T dans lequel vous aviez vécu cette expérience, vu ce truc avec votre ex, vous arrivez à le communiquer, et là, aux surprises, vous recevez un grand sourire de la personne qui semble être sur la même longueur d'onde que vous, qui plaisante avec vous et qui laisse de côté souffrance, douleur, tristesse, etc., etc. Est-ce que c'est si bête de se dire que ce sourire-là va me faire du bien, va être le rayon de soleil de ma journée
et va peut-être me donner ce boost pour aller continuer mon travail sur le terrain d'évolution personnelle sans me dire que la nostalgie me guette, sans me dire que à chaque fois que je pense à l'autre, c'est quelque chose de nécessairement négatif. Et là, tout à coup, la façon qu'on a de penser à l'autre se transforme, peut-être pas dans une chasse à l'information, parce que le but, c'est absolument pas de le ou la mitrailler, la bombarder de messages, mais tout à coup, on est dans une vision et une perception beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive et qui fait du bien à nous, en ce sens-là, de tout ce qu'on vient de décrire, mais peut-être aussi à l'autre, puisqu'il y a une forme de déculpabilisation où on explicite le fait que je suis capable de communiquer en déplaçant le focus finalement de manière assez naturelle, vous l'avez vu, avec une conscientisation de ce qui se passe autour de moi et des signes que je perçois, une déculpabilisation puisque je parle d'autre chose sans essayer d'en revenir sans cesse à la nostalgie qui est très honnêtement l'un des premiers réflexes lorsqu'on vit une rupture amoureuse. Et tout ça, ça me permet de me dire que l'obsession va un petit peu se calmer d'elle-même, parce que j'ai une question que je vous pose, j'ai peut-être tort, mais est-ce que l'obsession, ce serait pas surtout quelque part une recherche de réponse, une recherche de signes de l'extérieur, mais qui soit contrôlée, celle-ci, où cette pensée à votre ex serait bénéficierait justement d'une approbation de la part de la personne qu'on a face à nous. Moi, je pense que si, et je pense que c'est possible d'avoir cette approbation en s'éloignant donc de la nostalgie, en s'éloignant donc de l'espace sentimental et en respectant les préceptes du système crise que vous trouverez sous cette vidéo. Voilà en tout cas pour la réflexion du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le like est extrêmement apprécié, fait énormément de bien, tout comme l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Et vous pouvez également toujours et encore rejoindre le groupe des VIP qui vous permet de visionner les vidéos qui sont publiées quotidiennement sur la chaîne, ainsi que d'avoir un impact direct sur les sujets qui sont traités avec un canal de communication directement ouvert entre nous. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous abandonne donc ici et vous retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!